Bonjour à tous, Robert Aubin au microphone, votre député prof qui vous invite à écouter sa troisième balado dont le sujet est franchement intéressant, me semble-t-il, le rôle du député d'opposition. Alors on se retrouve aussitôt de l'autre côté du jingle et on commence avec ce nouveau sujet. Balado Député Prof, épisode 3, le sujet aujourd'hui, s'il en est un, le rôle d'un député d'opposition. Alors, si on en entend des choses concernant le rôle d'un député d'opposition, dans les plus grandes caricatures ou dans les plus grands stéréotypes, c'est un député d'opposition, ça fait juste chialer. C'est jamais d'accord avec rien, ils sont pas capables de rien trouver de bon à tout ce que le gouvernement propose, on se demande ce qu'ils font là. On entend aussi... qu'est-ce que j'ai entendu dernièrement? La meilleure que j'ai entendue, c'est ils n'ont pas été élus pour gouverner, alors ils devraient s'asseoir puis se contenter d'écouter puis de regarder parce que s'ils avaient été si bons que ça et si leur plateforme était aussi extraordinaire, ben ils auraient gagné et puis ce serait à leur tour de gouverner. Ah, c'est pas tout à fait vrai. Et entrons donc tout de suite dans le vif du sujet qui est l'institution parlementaire. Pour faire simple, le 21 octobre prochain, par exemple, quand arrivera le jour de l'élection fédérale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des citoyens qui vont se déplacer vers les urnes pour inscrire leur vote vont élire un parlement. C'est-à-dire, par exemple, au Canada, on va choisir 338 députés, femmes ou hommes, qui vont venir représenter chacune leur circonscription en fonction de la plateforme et des valeurs qui sont les leurs et qu'ils ont défendues pendant l'ensemble de la campagne. Or, dans notre système démocratique, le parti qui aura réussi à gagner le plus grand nombre de circonscriptions sera appelé à former, lui, le gouvernement. C'est-à-dire une portion, l'exécutif dans ce Parlement, mais c'est l'ensemble des députés qui forment le Parlement. Et il peut arriver deux choses. Il peut arriver qu'un parti réussisse à faire élire suffisamment de députés pour avoir 50% plus 1 des députés élus à la Chambre et ainsi former ce qu'on appelle un gouvernement majoritaire. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'arrivera un vote à la Chambre des communes sur quelques projets de loi que ce soit, sur un budget, sur toutes les questions de confiance, le gouvernement a toutes les chances de remporter son vote parce qu'il est majoritaire. Et évidemment, plus sa majorité est grande, plus ça lui donne une grande facilité de fonctionnement, alors que si vous avez une majorité par 1 ou par 2 députés, vous comprenez assez rapidement qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient malades le jour d'un vote, sinon vous pourriez être renversé. Il peut aussi arriver la possibilité qu'aucun des partis politiques qui a fait une offre aux citoyens pour le moment de l'élection soit en mesure de rallier 50% et plus 1 des députés élus à la Chambre, auquel cas, on se retrouve dans une situation de gouvernement minoritaire. C'est-à-dire, celui qui a le plus grand nombre de députés élus sera quand même celui qui sera appelé à former le gouvernement, mais sachant très bien qu'à toutes les fois qu'il voudra faire face à un vote à la Chambre des communes, il devra se trouver un ou plusieurs alliés dans les autres partis qui ont été élus à la Chambre. Et si on regarde, par exemple, les dernières années, c'est un commentaire très personnel qui m'engage totalement et que j'assume, les meilleures années du gouvernement conservateur ou les meilleures années des gouvernements libéraux sous Paul Martin, par exemple, furent les années où les gouvernements étaient minoritaires. Parce que là, ils avaient l'obligation d'entrer en contact avec les partis d'opposition, de partager leur vision du développement et d'inclure les différentes visions pour pouvoir faire un pas à l'avant. Parce que dans le fond, qu'est-ce que nous disent les électeurs au moment où ils vont voter et qui choisissent une pluralité de partis? À la Chambre des communes, par exemple, il y a 3 partis qui sont officiellement reconnus, c'est-à-dire qui disposent de 12 députés et plus, et il y a 2 autres partis qui n'ont pas le statut de parti officiel, mais qui ont quand même récolté une part du vote des citoyens. Alors les gens nous disent, nous, on a élu
une femme, un homme dans notre circonscription parce qu'on croyait en lui ou en elle. On a peut-être en même temps choisi une plateforme qu'il nous proposait. On a élu 338 personnes. On vous envoie à la Chambre des communes et organisez-vous pour que ça fonctionne. À la dernière élection fédérale, on était plusieurs partis à proposer une réforme du mode de scrutin. Parce qu'au moment où on se parle, tant les libéraux présentement de Justin Trudeau que les conservateurs de Stephen Harper avant ont, je dirais, profité du système de notre mode de scrutin qui fait en sorte que ces deux partis-là se sont retrouvés avec 39% du vote. Et là, il faut bien comprendre, c'est 39% d'un taux de participation qui, lui, avoisine les 50, entre 50 et 60% quand ça va bien. Alors, 39% d'un 55%, mettons, donne au gouvernement qui forme, au parti qui forme le gouvernement, 100% du pouvoir, s'il est majoritaire. Alors ça, c'est, à mon avis, un déni de représentativité. Quand on élit à la Chambre des communes 5 partis différents qui voient des hommes et des femmes se faire élire pour siéger en chambre et qu'après, pendant 4 ans, un seul parti peut gouverner de façon majoritaire avec 100% des pouvoirs alors qu'il avait 39% du vote. Il me semble y avoir là un vice de procédure. Si vous avez 39% du vote, vous devriez avoir 39% de la représentation en chambre. Et c'est ça l'objectif d'une modification du mode de scrutin. Mais là, je m'égare un peu, bien que c'est directement lié, mais on fera peut-être un balado juste sur les différentes propositions de ce que pourrait être une réforme du mode de scrutin. Mais ce qu'on veut bien voir, c'est, on pourrait, par ce mode de scrutin, et je termine avec ça, passer de ce que nous, on appelle présentement des gouvernements minoritaires à ce qui s'appelle des gouvernements de coalition. Alors, des gouvernements qui répondent, je dirais, à la volonté populaire qui dit « Nous vous avons choisi pour gouverner toutes couleurs confondues, organisez-vous pour vous entendre ». Mais le système n'étant pas celui-là, je reviens à notre système actuel où quand le gouvernement est majoritaire, il détient 100% des pouvoirs. Alors on pourrait bien se dire, le député d'opposition, à partir de ce moment-là, ne sert plus à rien, ce qui est totalement faux, parce qu'encore une fois, dans son infinie sagesse, le vote populaire a toujours fait en sorte que, face aux partis qui forment le gouvernement, il y ait un bon nombre de députés de d'autres formations politiques qui sont appelés à former l'opposition officielle. Et qu'est-ce que ça fait, l'opposition officielle? Et c'est là où on va essayer de défaire un certain nombre de mythes quant au fait que les députés d'opposition ne font que se plaindre et chialer. Il faut voir que le mandat que reçoivent les députés d'opposition, c'est celui d'être capable, au nom des citoyens, d'interpeller le gouvernement sur les décisions qu'il prend. Alors, il faut bien voir que les députés d'opposition ne maîtrisent pas l'agenda législatif. Ce n'est pas les députés de l'opposition qui vont décider quels sont les projets de loi qui sont amenés et qui vont être débattus en Chambre. Ça appartient aux partis qui forment le gouvernement. Cependant, ce serait un peu illusoire de s'imaginer que soudainement, parce qu'un parti, peu importe sa couleur, forme le gouvernement, il est soudainement imbu de la science infuse et a forcément raison sur tout et que tout ce qu'il dépose est un projet de loi qui frise la perfection, sinon ne l'atteint. Alors, le rôle des députés d'opposition, c'est exactement ça. C'est pas de critiquer pour critiquer, c'est de chercher à bonifier le projet de loi qui est mis sur la table par le parti qui forme le gouvernement en disant « Il me semble que dans le projet de loi, si on allait plus loin dans ce domaine-là, vous avez peut-être oublié ceci, je vous propose cela. » Et quand les projets de loi sont étudiés en comité parlementaire, c'est exactement le rôle des députés d'opposition, c'est-à-dire de soumettre des propositions d'amendement qui viennent bonifier le projet de loi en regard de ce que les différents témoins qui sont des spécialistes sur chacune des questions sont venus nous dire. Et aussi en fonction de notre orientation politique, parce qu'on représente des gens qui partagent cette vision de développement pour le pays. J'irai plus loin, le député d'opposition, de même que tous les députés qui sont du côté du gouvernement, mais qui ne siègent pas au cabinet, c'est-à-dire qui ne sont pas ministres, à chacune des législatures, il y a au début un tirage.
On met tous les noms des députés qui sont ou bien dans l'opposition ou qui ne forment pas le cabinet dans un chapeau et on tire les noms par ordre numérique. Et ces noms-là, cet ordre-là va permettre aux députés qui ne sont pas du gouvernement et qui ne sont pas au cabinet de présenter ce qu'on appelle des projets de loi d'initiative privée. Alors, je suis en train de vous dire, vous avez bien compris que même un député d'opposition, ça peut déposer des projets de loi qui vont être débattus en chambre, qui vont être votés et qui peuvent même être gagnés. Alors, j'en ai pour preuve, par exemple, le dernier projet de loi sur le bilinguisme des agents de la Chambre qui avait été déposé par ma collègue Alexandrine Latendresse, qui était une députée néo-démocrate dans l'opposition officielle pour le mandat de 2011 à 2015, et qui, elle, disait « Quand vient le temps d'engager des agents de la Chambre, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont redevables à l'ensemble du Parlement et pas juste au gouvernement. On peut penser par exemple au directeur général des élections, on peut reparler au commissaire à l'éthique, on pourrait penser au vérificateur général, on peut penser au directeur général du budget, tous des grands fonctionnaires qui ont pour but d'amener une expertise non partisane à l'ensemble des députés de la Chambre pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. Au Canada, on s'attend à ce que chacun de ces agents de la Chambre soit bilingue. Or, on nous a dit souvent que malheureusement, tel ou tel agent de la Chambre était unilingue anglophone, mais s'engageait à apprendre le français immédiatement après le poste, mais qu'on lui donnait le rôle quand même parce que c'était le candidat le plus qualifié. Or, l'inverse est à peu près jamais arrivé. Un unilingue francophone qui s'est engagé à apprendre l'anglais, là, ça n'existe pas. Les francophones, presque à 100%, parlent déjà l'anglais. Alors, ce que disait le projet de loi d'Alexandrine Latendresse, c'était très simple. Dans les qualifications requises pour le poste, le bilinguisme n'est pas un atout, le bilinguisme est requis. Donc, ceux qui postulent pour un poste comme agent de la Chambre devraient être bilingues avant d'obtenir le poste et non pas s'engager à apprendre la deuxième langue officielle, quelle qu'elle soit, après l'obtention du poste. C'était quand même une révolution assez intéressante et ce projet de loi-là a été voté en Chambre, voté au Sénat et est devenu force de loi. Et c'est un projet de loi qui émanait d'un député de l'opposition. Et on pourrait en nommer plusieurs autres, mais le temps file, alors je m'arrête là-dessus. Vous avez un exemple, vous comprenez bien le principe. Et il en demeure pas moins qu'on attache énormément d'importance au travail qui se fait à la Chambre des communes, et ça va de soi, mais le rôle de député, il est double. Il y a aussi un rôle d'accompagnement des citoyens dans sa circonscription. Et là, que vous soyez député de n'importe quel parti, quand vient le temps d'accompagner des citoyens face à un problème qu'ils auraient face à une agence du gouvernement fédéral, on peut penser, je ne sais pas moi, l'assurance-emploi, l'agence de revenus, l'immigration, peu importe, tous les députés, les 338 députés de la Chambre des communes ont exactement les mêmes pouvoirs. Les mêmes lignes téléphoniques quand il y a des lignes désignées pour certains dossiers et la même capacité de faire avancer les dossiers citoyens. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être au gouvernement ou de ne pas y être. Et c'est probablement un des fers de lance les plus importants du rôle de député que d'accompagner chacun de ses citoyens, chacun des organismes qui a besoin de se frayer un chemin dans les dédales de l'administration fédérale, parce que laissez-moi vous dire que c'est pas toujours simple. Et dans cette nouvelle mouture où les gouvernements s'imaginent que tout le monde est branché sur Internet, ce qui n'est pas loin d'être faux, le taux de branchement est au-delà des 80%, mais c'est pas parce qu'on est branché qu'on est automatiquement habile à naviguer sur les sites gouvernementaux qui sont parfois assez redoutables, merci. Donc, l'accompagnement du député, c'est encore, je dirais, une des fonctions vitales. On est ailleurs que votre appel est important pour nous. Vous venez rencontrer votre député et il vous accompagne du début à la fin. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, vous obtiendrez nécessairement la réponse que vous souhaitiez avoir, mais vous aurez au moins une réponse à pourquoi la situation est celle-là et vous ne serez pas laissé en plan. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, vous voyez bien que tant en circonscription qu'à Ottawa, dans son rôle de législateur,
le député d'opposition a exactement le même travail à faire que les députés qui vont être du côté gouvernemental. Quand on se retrouve dans un comité, par exemple, à étudier des projets de loi, on a tous le même objectif. Comment faire pour bonifier le projet de loi qui est sur la table? Alors évidemment, quand vous contestez ou quand vous questionnez certaines lignes, certains articles d'un projet de loi, vous avez l'air peut-être de critiquer, mais ce que vous cherchez à faire, c'est bonifier. Et malheureusement, les gens connaissent peu le travail qui se fait en comité. Alors, ce qu'ils ont comme perception de la politique, c'est la célèbre période de questions, qui est probablement l'épisode le plus partisan qui existe, où la joute politique fait foi de tout. Mais ça, c'est 1 heure par jour dans la vie d'un parlementaire. On pourra peut-être faire un balado d'ailleurs sur cette période de questions et se demander pourquoi à la période de questions, les députés n'ont jamais de réponse, mais ce sera l'objet d'une toute autre série. Alors merci d'avoir suivi cette 3e balado. Si vous nous prenez pour la première fois, sachez que vous en avez 2 en banque que vous pouvez retrouver assez facilement. Si vous êtes des habitués déjà, on vous dit à la semaine prochaine parce qu'il y en aura une 4e assurément. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.